C'est un débat qui a déjà eu lieu il y a quelques jours au Havre. Vous avez l'habitude de vous rencontrer. Vous rencontrez à nouveau à l'invitation de la tribune pour ce sommet du Grand Paris. Et nous en sommes ravis, non pas pour parler, c'est sans doute pas la dernière fois que vous vous rencontrez, de politique, mais pour parler de grandes politiques, de grands projets. On en a parlé ce matin, du Grand Paris jusqu'à la mer, du Grand Paris jusqu'au Havre. Alors, on pourrait rappeler cette formule de Napoléon, 7 novembre 1802, Paris, Rouen, Le Havre, une seule ville, dont la Seine est la grande rue. Ce matin, Nicolas Sarkozy nous a parlé de ce grand projet du Grand Paris, cette grande ambition pour la France. Il a dit qu'il fallait un TGV Paris-Le Havre et que Le Havre était le port naturel de Paris. Alors j'ai envie de me tourner d'abord peut-être, pardon Anne Hidalgo, mais vers le maire du Havre, vous lui demandez de réagir à cette interpellation. Est-ce que, effectivement, vous qui avez lancé le projet de la fusion des trois ports, cette réalité décrite par Napoléon peut devenir une réalité au XXIe siècle dans les 10 ans qui viennent? Pour entrer dans le vif du sujet, d'abord, cette réalité, ce n'est pas un devenir, c'est un fait. C'est un fait qu'il y a une partie liée entre la vallée de la Seine et la région Île-de-France, entre Paris, Rouen et Le Havre, et que cette partie liée, elle est commandée par la géographie, elle est probablement aussi un peu commandée par l'histoire, et que tout ce qu'on peut faire pour lui donner une forme intelligente et puissante est bienvenu. Il y a deux axes essentiels traditionnellement dans ce projet. L'aspect portuaire, puisque évidemment l'ensemble portuaire qui va du Havre à Paris a une très grande cohérence, et on pourra y revenir si vous le souhaitez. Et puis il y a l'aspect transport. L'aspect transport, il est aujourd'hui, si on parle du transport ferroviaire, assez largement désastreux. C'est comme ça. On met 2h10 aujourd'hui pour aller au Havre en train. Quand j'étais petit, je mettais 1h55. On a perdu 15 minutes. Et mon grand-père, avant la guerre, mettait 1h40, 45. Donc on est très très en avance là. On est en train d'aller très très vite. Donc la qualité du transport passager, on l'a vu avec toutes les grandes métropoles qui sont reliées à Paris par des lignes à grande vitesse ou des lignes efficaces, est évidemment un sujet. Mais si vous me permettez juste un mot, sans du tout diminuer l'importance qui est considérable du transport de passagers, sans perdre totalement de mon cerveau l'idée que les passagers, quand ils sont humains, votent beaucoup plus que les containers, et que donc il n'est pas complètement anormal que les responsables politiques aient a priori une appétence plus forte pour le traitement des passagers que pour le traitement des containers. Le vrai gros sujet, enfin plus exactement, l'autre vrai gros sujet, à côté des passagers, et je ne sous-estime pas l'importance des passagers, c'est le fret ferroviaire. Et alors là, pour le coup, là c'est absolument essentiel. Et là, il faut bien reconnaître qu'on n'est pas du tout, mais alors pas du tout, au niveau. On peut vivre avec 2h10 pour aller en train au Havre, enfin c'est très désagréable, ou pour aller à Paris. Mais on ne peut pas avoir une puissance réelle dans la compétition par rapport aux autres grands ports européens avec une vitesse moyenne de conteneurs à 6 km/h, ça c'est pas possible. Or c'est la vérité. Donc l'effort considérable à faire si on veut améliorer cette question des transports, il est à fournir sur le fluvial bien entendu, et il y a beaucoup de choses qui se font et qui vont continuer à se faire. Il est à fournir sur les passagers, et le président de la République ce matin, Nicolas Sarkozy, a eu 1000 fois raison de souligner ce point, mais il faut aussi le faire, et peut-être même surtout le faire, sur la question du fret ferroviaire, et là, les perspectives sont, il faut bien le reconnaître, un peu moins prochaines et un peu plus lointaines que celles que je décrivais jusqu'à présent. Anne Hidalgo, le 15 novembre 2018, le Premier ministre Édouard Philippe a lancé ce grand projet de fusion des trois ports. Qu'est-ce que la maire de Paris en a pensé? Et vous qui voulez réconcilier, vous aussi j'imagine, l'histoire et la géographie, quelle ambition on peut donner à ce projet d'avoir une métropole mondiale comme Paris qui ait un accès à la mer, Le Havre? D'abord, ce projet porté par Édouard Philippe, alors Premier ministre, mais jamais totalement très éloigné du Havre, cher Édouard. Ce projet, évidemment qu'il est important, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en remontant un peu avant,
lorsque le président Sarkozy a lancé le projet du Grand Paris, il l'a redit ce matin, une grande consultation internationale d'architectes, d'urbanistes, d'économistes, qui a été un moment extrêmement important. Je n'étais pas encore maire de Paris, mais j'ai eu la chance de participer à cet atelier qui a duré 9 mois. Et parmi les grands architectes qui ont fait des propositions sur cette projection du Grand Paris post-Kyoto, c'était ça l'intitulé de cette compétition internationale, il y avait Antoine Grimbach, et Antoine Grimbach a développé ce projet, cette vision d'un Grand Paris jusqu'à la mer et donc jusqu'au Havre. Et au début, c'est vrai que certains ont un peu moqué cette idée-là parce qu'elle était tellement novatrice et pourtant tellement évidente. Mais cette idée du Grand Paris jusqu'à la mer et jusqu'au Havre, en passant évidemment par Rouen, est une idée à laquelle non seulement je souscris, mais qui me paraît être une vision. Et sans doute, s'il y a une réforme territoriale à faire dans les années qui viennent dans notre pays, elle devrait être de créer une région capitale qui soit depuis l'Île-de-France jusqu'à la mer. Je sais que ça ne fera pas plaisir à au moins 3 régions, mais en même temps, si on se projette dans une vision de ce que nous devons faire ensemble, les pouvoirs publics, les acteurs économiques, les citoyens, les maires de tout ce grand territoire, il nous faut effectivement considérer que Paris est la seule grande métropole mondiale à ne pas avoir un accès direct à la mer. En soi, ça a été compensé par la force, l'histoire de Paris, son histoire internationale et finalement qui lui a donné aussi cette puissance. Mais cette compensation n'est pas suffisante. Je pense qu'il faut vraiment que Paris, la capitale de la France, soit beaucoup plus raccrochée à la mer pour avoir un débouché maritime qui est quand même un élément essentiel pour la qualification des grandes métropoles au niveau international. Et ça passe évidemment par des infrastructures. Ça a été très bien dit aussi ce matin, Édouard Philippe vient de le redire, des infrastructures et évidemment le ferroviaire, à la fois pour le transport des personnes, mais aussi évidemment pour le transport des marchandises, si on veut être dans une économie qui assume sa transition, moins émettrice de gaz à effet de serre, moins polluante. Le ferroviaire est évidemment cette solution. Et je pense que ça nous permettrait vraiment de nous projeter. Je reprends ce qui a été dit ce matin. Oui, on a besoin de grands projets. D'ailleurs, les grands projets ne sont pas opposés aux plus petits projets et aux projets de la vie quotidienne. Ils se nourrissent et ils apportent, s'ils sont pensés comme tels, de la qualité aussi dans la vie au quotidien. Et donc, je pense qu'il faut vraiment se projeter dans cette idée que un jour, au-delà, je dirais, de ce beau slogan, de cette phrase et de cette réconciliation de l'histoire et de la géographie, il faudra certainement que ce grand territoire puisse être mieux géré, mieux coordonné et que ça puisse se faire, pourquoi pas, dans une grande région capitale qui irait jusqu'à la mer. Édouard Philippe, Antoine Rufftac, qui a disparu récemment, en avait rêvé, l'axe Seine. Ce n'est pas que l'axe de la Seine, mais qui est cet axe effectivement qui conduit la métropole mondiale qu'est Paris vers son accès naturel vers la mer. Est-ce qu'il en a rêvé? Vous pourriez le faire, évidemment pas tout seul. Et quelles sont les conditions, en fait, et politiques, de gouvernance aussi? Il y a des choix quand même qui restent à faire. On a aussi dit qu'il fallait un peu d'argent pour réussir tous ces grands projets. Est-ce que c'est une grande priorité finalement d'une décennie où on voit bien que la croissance écologique va être au cœur de la relance et que c'est le seul moyen finalement de remobiliser aussi l'emploi? Il y a beaucoup de questions dans votre question. D'abord, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que ce type de projets, qui sont quand même assez largement hors des cadres classiques de l'action administrative, parce qu'ils demandent à des territoires qui n'ont pas toujours eu l'habitude de travailler ensemble,
de s'accorder, parce qu'il exige des investissements prévus sur très long terme, parce qu'il mêle toute une série d'acteurs et de logiques qui sont parfois un peu difficiles à concilier, ne peut jamais être l'œuvre d'une seule personne. Jamais. Il peut y avoir une impulsion, mais en vérité, c'est jamais l'œuvre d'une seule personne, c'est toujours une action collective, et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une masse critique d'élus, de responsables économiques qui sont acquis à la cause, si j'ose dire. Et de ce point de vue-là, moi, je me réjouis de discuter aujourd'hui avec Anne Hidalgo. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, et comme probablement depuis très longtemps, on parle de ce sujet avec Anne Hidalgo. Elle a commencé à travailler dessus exactement comme moi avant d'être maire. Et nous avons depuis poursuivi cette conversation amicale, dont je me réjouis vivement. Il faut évidemment qu'il y ait plusieurs acteurs dans cette affaire. Si je devais faire la somme des choses à dire, il faut beaucoup de détermination et une assez grande humilité. Il faut beaucoup de détermination parce que chaque pas en avant est compliqué. Fusionner les 3 ports, qui sont rappelons-le, hein, c'est 3 établissements publics de l'État. Hein. C'est pas... On parle de 3 établissements publics de l'État. Bon, c'est quand même pas sorcier. Hein. N'empêche que pour fusionner 3 établissements publics de l'État, c'est vachement compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on n'en ait plus qu'un seul, ce qui est déjà pas simple, avec une vision stratégique, une politique d'investissement, une politique commerciale, une politique de tarification, bref, une véritable coordination des instruments. Et une fois qu'on a dit ça, c'est déjà très compliqué à faire. Il faut évidemment avancer. Il y a beaucoup de gens dans cette salle qui ont travaillé énormément à essayer d'avancer sur ce dossier. Et il appartiendra au gouvernement, le moment venu, de faire les annonces qui vont bien, comme on disait à l'armée. Et donc je ne peux pas les faire, je ne les connais pas complètement, mais j'ai bon espoir que le processus que nous avons engagé puisse arriver à son terme rapidement. Je ne peux pas dire quand, mais rapidement. Très rapidement même. Donc il faut évidemment fusionner ces 3 ports. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'a pas encore fait grand-chose. Et je parle simplement de la logique portuaire. On n'a pas encore fait grand-chose, parce que si on s'arrête simplement à la fusion de 3 établissements publics, on rate ce que nous devrions préparer, c'est-à-dire le coup d'après. C'est-à-dire, par exemple, l'implantation sur le trajet de la Seine, entre la mer et l'Île-de-France, de bases logistiques, industrielles, qui sont coordonnées avec le développement portuaire, qui ne relèvent pas forcément de la logique portuaire immédiate, qui ne sont pas forcément installés sur le domaine public maritime ou fluvial, mais qui sont bien des éléments indispensables d'une chaîne logistique et industrielle qui est absolument essentielle. Et puis il faut se poser la question d'une forme, là aussi, si on a envie de donner une énorme priorité, à mon avis c'est utile pas simplement pour Le Havre et pour Paris, mais pour la France, imaginez des éléments de fiscalité qui puissent, soit dans le droit commun, et c'est la réforme de la fiscalité de la logistique en général, du foncier logistique, soit au-delà, qui puissent donner un avantage compétitif à un espace qui est en compétition avec Rotterdam, avec Anvers et avec des voisins étrangers. Donc il faut voir grand. Il faut voir très grand, il ne faut pas s'arrêter à la mécanique, qui est déjà compliquée, du rapprochement portuaire. Et il faut le faire s'agissant des ports, comme il faut le faire s'agissant du fret ferroviaire, qui est indispensable si on veut projeter la marchandise vers l'Est, et il faut le faire dans tous les domaines. Et j'en arrête parce que ici, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par le sujet du Grand Paris et qui connaissent l'importance de ce dossier. Mais pourquoi est-ce qu'avec Anne Hidalgo, on vous parle de la mer? C'est très joli la mer, mais... Ah oui, si, c'est vrai. On vous parle de la mer et du branchement de l'Île-de-France sur la surface maritime, parce que capter les flux maritimes, c'est mettre en œuvre une véritable et efficace politique industrielle. Quand vous avez les routes, vous avez les endroits où s'implantent les entreprises. Et donc, comme tout le commerce est maritime, le commerce physique est maritime. Tout ce que vous portez sur vous est passé par un port, plusieurs fois du reste. Tout d'ailleurs, tout ici. Sauf peut-être nous, mais... Et encore. Tout est passé par un port. Si vous captez les routes, vous captez la valeur ajoutée. Et c'est un cercle vertueux, parce que plus vous captez l'installation plus évidemment les flux s'intensifient. Et donc,
si on veut favoriser l'attractivité du territoire national, si on veut favoriser les investissements qui soient nationaux ou internationaux sur notre territoire, il faut s'installer sur les grandes routes maritimes. Et c'est pour ça que c'est un enjeu qui n'est pas simplement un enjeu local, mais qui est un enjeu national, qui a été vu, et je lui tire mon chapeau très sincèrement, à l'époque, par le président Sarkozy, éclairé, je dois dire, comme l'a indiqué Anne Hidalgo par Antoine Grimbach, parce que c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on pouvait marquer pas simplement le territoire de l'Île-de-France, mais le territoire national. Anne Hidalgo, vouloir le développement effectivement du trafic fluvial, c'est une bonne chose probablement pour l'emploi, mais il peut y avoir des conséquences, on est en train d'en parler dans l'actualité, négative, les pollutions, par exemple, il y a le cas de Lafarge, qui a été pris un peu la main dans le sac, si j'ose dire, en train de polluer la Seine. Alors, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce développement soit effectivement écologique et harmonieux ? D'abord, c'est pas juste s'assurer, c'est là aussi... partons d'une crise qui rebat toutes les cartes et qui nous oblige à penser ce modèle de développement en intégrant évidemment la dimension environnementale. Je pense que nous avons la possibilité et la chance d'utiliser aussi un projet comme par exemple de Paris jusqu'au Havre comme un moteur pour une transition écologique de notre économie aussi. Et nous devons l'inscrire dans ce projet. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire en sorte qu'on réaménage un port, une route maritime avec tous les impacts négatifs, polluants qui peuvent être ceux du monde industriel d'où on est en train de sortir. Il s'agit d'inventer aussi un nouveau modèle dans lequel la dimension notamment de la préservation de l'environnement est première. Je prends le sujet de la Seine. La Seine, c'est un fleuve merveilleux, magnifique. C'est un fleuve qui connaît des pollutions industrielles, mais aussi des pollutions de particuliers. Et nous avons utilisé le projet notamment des Jeux Olympiques et Paralympiques pour en faire un moteur de transformation pour la Seine et d'assainissement de l'eau de la Seine sur évidemment la totalité quasiment de son parcours, au moins dès que la Seine approche Paris. Il est toujours prévu de se baigner à Paris. Oui, et je peux vous dire, c'est là où il faut de la vision, il faut du projet, il faut des acteurs qui s'entendent, des acteurs qui comprennent qu'on peut s'appuyer sur des crises, et notamment la crise climatique actuelle, et sur des moteurs qui sont là. Le moteur des Jeux Olympiques et Paralympiques, par exemple, il nous a permis de lancer tout un programme de branchement en amont de Paris, puisqu'on a observé avec l'agence de l'eau que 33 000 branchements en amont de Paris, de particuliers, étaient des branchements qui, en fait, conduisaient aux pollutions de la Seine et de la Marne. Et à partir de là, on a lancé tout un travail. Moi, j'ai demandé aussi à Bruno Le Maire de pouvoir inscrire dans le plan de relance qui est prévu pour notre pays le fait qu'il y ait le coup de pouce supplémentaire pour permettre à tous ces particuliers, 33 000 familles, d'obtenir une aide, voire même pour ceux qui ne pourraient pas payer le coût d'embranchement qui est grosso modo de 6 000 €, que le reste à charge pour les familles soit le plus faible possible, pour pouvoir justement aller vers une Seine propre. Et on est en train d'y arriver. On s'est mis autour de la table, ça a mis du temps, il a fallu partager, mais l'idée d'améliorer la qualité de l'eau de la Seine pour pouvoir s'y baigner en 2024 et surtout après, l'idée c'est que ça soit un héritage pour l'ensemble des riverains du fleuve et pour notre pays. On s'est mis autour de la table et aujourd'hui, je peux le dire, nous sommes vraiment en train d'y arriver. Pas tout seul, et Édouard Philippe a totalement raison. Ça part de volontés qui se conjuguent et qui, à un moment donné, vont être suffisamment fortes pour surmonter tous les obstacles institutionnels, organisationnels, les peurs, etc. Donc, ce sujet-là est très important. Et bien sûr, pour ce qui est des industries au bord de la Seine, celles
qui seront amenés à pouvoir s'y installer ou s'y développer doivent avoir un impact sur l'environnement et bien sûr sur la qualité de l'eau qui doit être nul. Cet impact ne peut pas aujourd'hui, si on envisage un développement, et je le souhaite vraiment, à partir du fleuve et dans cet axe jusqu'à la mer, l'impact sur l'environnement doit être absolument nul. Et ça doit nous aider à accélérer aussi cette transition écologique et à changer de modèle. On est vraiment ensemble confrontés à un changement de modèle. Il y a beaucoup ici d'acteurs de l'immobilier, de promoteurs. Je sais à quel point eux-mêmes, ces dernières années, ont commencé à faire ce changement de modèle pour aller vers des matériaux biosourcés, vers le bois, vers des façons de construire, d'habiter, qui intègrent pleinement ce qui est une contrainte, mais qui peut devenir aussi un moteur d'un nouveau développement tout aussi intéressant en termes d'activité économique, mais beaucoup moins nocif pour notre environnement. Édouard Philippe, il y a un débat qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. C'est aujourd'hui d'ailleurs le lancement des enchères de la 5G. Alors je voudrais poser la question par rapport, non pas à la 5G elle-même, mais aux enjeux de compétitivité, de productivité des ports. Vous en avez un peu parlé. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo du port de Shanghai qui fonctionne en 5G et qui est assez spectaculaire. Vous allez voir sur Internet, vous trouverez facilement. Donc vous avez parlé des enjeux de productivité. Les technologies, au-delà de la 5G, sont très importantes. Or, un certain nombre de maires ont demandé qu'il y ait un moratoire. Donc il y a un débat aujourd'hui. Je ne voudrais pas le caricaturer comme certains ont pu le faire, mais il y a en tout cas un vrai débat. Même la ville de Paris, je viens de le voir, a demandé qu'il y ait une étude d'impact. Donc est-ce que vous avez besoin pour ce développement économique de la 5G au Havre, et comment on peut faire pour convaincre que c'est un enjeu également de compétitivité? Vous me laissez combien de temps pour répondre? Normalement, on devait avoir fini maintenant, mais allez-y. Ok. Je vais vous répondre. 3-4 minutes. Ouais, mais ça va peut-être durer un petit peu plus. Vous allez voir. Avec l'autorisation de Jean-Christophe, alors. Bon, d'abord un mot pour dire qu'au Havre, on n'a pas demandé un moratoire. Ça surprendra probablement pas grand monde, mais c'est pas du tout la logique que je porte. Mais juste un mot pour qu'on se pose les bonnes questions s'agissant de ce dossier. Je pense que la 5G peut être effectivement un des éléments, pas le seul, loin s'en faut, de la compétitivité du système industriel demain, que évidemment il faut prendre au sérieux tous les gens qui se posent des questions sur n'importe quelle technique ou technologie, ça me semble parfaitement entendable, mais qu'il faut pouvoir avancer dès lors qu'il est indispensable de le faire. Donc je veux pas mais je voudrais simplement dire que les bases de la compétitivité, de l'attractivité, ce n'est pas toujours la dernière technologie. Si vous voulez, la 5G c'est important, mais le chemin de fer c'est pas hyper récent et c'est vachement plus important. Il y a 85%, hors Covid, il y a 3 millions de containers qui passent par le Havre pour partir ou pour arriver. Du reste, je le dis en passant, au port du Havre, on exporte plus de boîtes qu'on en importe. Parce que souvent on dit c'est un port d'importation pour la Chine, tu parles. La vérité c'est qu'on exporte plus de boîtes, alors évidemment on importe des matières pétrolières, mais on exporte plus de boîtes qu'on en importe. Je le dis comme ça en passant, parce que c'est le plus grand port viticole du monde, le Havre. Il n'y a pas un endroit au monde où il y a autant de bouteilles qui passent. Vous voyez? Quand je le dis comme ça surprend. Mais c'est vrai, c'est vrai. Bref, pourquoi je vous parle de ça? 3 millions de conteneurs qui passent tous les ans par le port du Havre, hors Covid. 85% de ces boîtes arrivent ou partent du Havre par camion. 85%. C'est encore assez compétitif pour l'Île-de-France. C'est pas très intelligent du point de vue du développement durable, du point de vue de l'environnement, du point de vue du défi climatique, mais c'est encore à peu près compétitif pour l'Île-de-France. C'est radicalement pas compétitif si on regarde 600 ou 800 km à l'est. Mais 85% qui passent par la route, près de 10% qui passent par le fleuve, et le reste, c'est le fret ferroviaire. Vous amenez cette proportion de 5% à 40%, ce qui est énorme, ce qui est la base, hein, c'est ce qui se passe ailleurs. Parfois, c'est plus. Et vous changez complètement la donne en matière environnementale, et vous changez complètement la donne en matière de compétitivité. Donc, c'est la fin de ma réponse,
c'est très bien de se poser la question de la dernière technologie, qui est très importante. Il ne faut évidemment pas la prendre... mais le fond du fond de la compétitivité technologique dans un port, c'est pas ça. Et j'ai vu, pas sur Internet, mais de mes yeux vus et pratiqué le port à Shanghai, où ce sont des opératrices qui, à 150 mètres du bord à quai, opèrent dans des tours de contrôle les boîtes. C'est vachement impressionnant technologiquement, c'est vachement impressionnant. Ça débite, ça y va. Hein. Enfin, ça y va. Si vous comptez le nombre de boîtes qui sont traitées à l'heure, vous êtes marginalement au-dessus du nombre de boîtes qu'on traite à l'heure à la main. C'est marginal, et ça n'ira pas beaucoup plus vite. Donc, en vérité, vous employez moins de monde peut-être, je ne dis pas que c'est un moins pour la compétitivité, c'est sans doute un plus. Mais encore une fois, c'est pas ça qui fait la force, me semble-t-il, d'un dispositif. Ce qui fait la force d'un dispositif portuaire, c'est la capacité à avoir une politique commerciale, c'est la capacité à offrir un service aux clients, c'est la capacité à sortir les boîtes rapidement, et si possible, à le faire sans bousiller la planète, c'est-à-dire avec le maximum de verdissement possible, l'électrification des quais, voilà quelque chose sur lequel, au Havre et ailleurs, on s'engage, le fret massifié par le fleuve, et encore mieux par le train, et là, vous avez un vrai impact et sur la compétitivité et sur l'environnement. Et ça va exactement dans le sens de ce que disait Anne. Et par ailleurs, plus la Seine est propre à Paris, mieux je me porte au Havre. Anne Hidalgo, je vous laisse répondre aussi sur la 5G, et puis je rejoins répondre aussi à Édouard Philippe. Vient de dire Édouard. J'ajoute aussi qu'il y a un sujet, c'est pas celui que je vais développer, mais qui est la question du travail, la place du travail dans notre société et comment ces technologies qui mettent beaucoup à distance interviennent dans l'activité humaine. Ça pose aussi une question plus globale. Mais pour ce qui est de la 5G, à Paris, je n'ai pas choisi, en tous les cas, je ne souhaite pas du tout m'engager dans un moratoire. Ce n'est pas ma façon non plus d'appréhender ce sujet. En revanche, oui, qu'on poursuive le débat, le dialogue, l'information, la consultation citoyenne, notamment sur un certain nombre de sujets très importants. Ce secteur du numérique, ce secteur de l'échange des données, est un secteur qui est très consommateur aussi en énergie. Ce n'est pas la 5G qui va modifier la consommation d'énergie en tant que telle, en tant que technologie, mais c'est le flux de données supplémentaires que l'on va pouvoir faire circuler qui va créer quand même une consommation d'énergie supplémentaire. Il ne peut pas y avoir de secteur économique, de secteur industriel qui ne se pose pas la question de sa propre sobriété énergétique. De ce point de vue, le numérique doit aussi se poser cette question et en tous les cas, elle doit être enseignée auprès des citoyens. Le deuxième sujet qui me paraît aussi très important, c'est bien sûr celui qui renvoie à la question des données et des données personnelles, puisqu'en fait, il y a un très très bon documentaire sur Netflix en ce moment qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée ». Oui, nous sommes les produits de ces écrans de fumée et en fait, nous sommes, à partir de nos données personnelles, le produit de cette économie. Ça suppose quand même que les citoyens puissent s'interroger sur l'usage de ce que l'on fait de ces données personnelles. Ça aussi, ça nécessite de nourrir un débat. Et puis, il y a le sujet, troisième sujet, j'en prendrai pas d'autres, mais qui me paraît aussi important, c'est l'innovation, bien sûr, mais le progrès, c'est quoi? Et c'est pour qui? Et c'est au service de quoi? Et la semaine dernière, nous étions avec Édouard Philippe, avec Jacques Attali au Havre, dans sa belle ville. Et Jacques Attali a écrit un livre sur l'économie de la vie. Je pense que dans la transformation de notre économie, on doit aussi se poser la question de l'utilité des objets, des services, des produits. Et une technologie au service de l'humain, c'est mieux
qu'une technologie qui finalement, à force de piller l'humain, la planète, les ressources, sans se poser de questions sur le sens de tout cela, nous conduit dans le mur. Donc nous allons poser ce débat avec nos concitoyens. Je sais que Patrick Ollier, qui est ici, est aussi partie prenante de ce débat qui ne s'arrête pas aux frontières de Paris et qui pourra évidemment, bien sûr, être conduit aussi, je parle sous son autorité, au niveau du Grand Paris. Mais on a besoin, dans le dialogue et la discussion avec nos concitoyens, de renseigner quand même ces questions qui renvoient à notre vie tout court et au sens de l'activité humaine. Édouard Philippe, au 1er janvier de cette année, le nouvel établissement public issu de la fusion des 3 ports devrait, normalement, enfin c'était votre calendrier, être né. Alors, il reste quelques obstacles, parmi lesquels des questions importantes comme la localisation du siège de ce nouvel établissement public. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est au Havre, c'est à Rouen, c'est à Gennevilliers ou c'est à Paris? Je ne peux rien vous en dire. Et je peux même, si vous me le permettez, corriger la question que vous avez posée. Car la question du moment où le nouvel établissement entrera en vie, enfin, commencera à fonctionner, n'est pas elle-même, je le crois, tranchée et annoncée. Ça peut être le 1er janvier, ça peut être le 1er avril, ça peut être le 1er juillet. Bon, l'important, c'est que ça commence. Et donc, je ne me prononce pas sur la question de la date. Évidemment, moi, j'ai envie que ça commence, mais je ne me prononce pas sur la question de la date. Il appartiendra au Premier ministre de l'annoncer le moment venu. Quant au siège, il appartiendra là aussi au Premier ministre d'annoncer l'endroit où il souhaite l'installer. Alors bon, moi je vais essayer de faire valoir les arguments du Havre, qui sont nombreux. Et j'espère être entendu, mais je ne peux pas vous dire plus que ça. C'est un effort de conviction. Anne Hidalgo. Toujours très généreuse, hein, voilà. Et dans cette idée qu'on puisse aller jusqu'à la mer, je trouve qu'un port qui serait directement sur la mer, ça serait quand même le plus beau des symboles. Bien, merci à tous les deux. On en saura plus dans quelques mois.